Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des instabilités fémoro-patellaires. La vidéo a été réalisée par le docteur César Tortoulou, sous la direction du docteur Garcia. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui aborder le sujet des instabilités fémoro-patellaires. On va commencer par quelques généralités. Il s'agit d'une pathologie qui touche plus fréquemment les femmes d'âge jeune. L'incidence est aux alentours de 30 pour 100 000 et certaines séries retrouvent entre 15 et 44% de récidive. Elles surviennent le plus souvent dans un contexte de traumatisme sportif, qui est le plus souvent indirect, avec un membre inférieur en valgus, extension, rotation externe, mais il existe également quelques cas de traumatisme direct. Il faut distinguer deux présentations, la luxation en aigu et l'instabilité fémoro-patellaire en chronique. Le diagnostic de luxation de rotule est aisé avec une luxation latérale dans l'immense majorité des cas. Le patient présente un genou douloureux avec dans la plupart des cas une position en flexum antalgique. La réduction de la luxation se fera par la remise en extension progressive du membre inférieur. Dans le cas d'une instabilité fémoro-patellaire chronique, 4 tests pourront nous aider au diagnostic. Le TIL test recherchera une raideur des attaches patellaires latérales en réalisant une élévation verticale du versant latéral de la rotule. Le glide test évalue l'hypermobilité rotulienne en quantifiant le déplacement transversal latéral de la rotule par rapport à sa largeur qui est exprimée en 4 quarts. Une mobilité externe excessive, caractérisée par un déplacement supérieur à 2 quarts, signe une atteinte des structures médiales. Le test d'appréhension de Smiley cherche à reproduire le mouvement luxant par une pression médio-latérale de la rotule lors d'un mouvement de flexion-extension. Le test est positif si le patient a l'impression que la rotule va se luxer et qu'il rejette la main de l'examinateur. Enfin, l'examinateur doit observer la course rotulienne lors de mouvements de flexion-extension. Le J-sign, au signe de la virgule, est caractérisé par une subluxation de la patella en extension qui se réduit dans les 30 premiers degrés de flexion. Le bilan d'imagerie comportera en première intention des radiographies du genou de face et de profil. En aigu, les radios permettront d'objectiver la réduction de la luxation. Elles montreront dans la plupart des cas une hémarthrose et il sera important sur ces clichés radiographiques de chercher des fractures ostéochondrales de la rotule. Cependant, ces fractures chondrales ou ostéochondrales seront mieux analysées sur des imageries de coupe telles que l'IRM ou l'arthroscanner. Par exemple, sur cette coupe axiale d'un arthroscanner, on objective une fracture chondrale de la facette latérale de la rotule avec un fragment chondral libre dans l'articulation. Les examens d'imagerie permettront également à distance de rechercher des facteurs de risque de récidive. Il existe historiquement 4 facteurs principaux. Sur une radiographie de genou de profil strict, on pourra dépister une dysplasie de la trochlée. On pourra également mesurer la hauteur rotulienne en déterminant l'index de Caton-Deschamps qui correspond au rapport entre la longueur A et la longueur B. Un rapport supérieur à 1,2 signe une patella alta. Cependant, une mise à jour récente des facteurs de risque principaux a élevé le seuil de patella alta à 1,4. Le tilt patellaire mesuré sur la superposition de coupes scalographiques était historiquement un facteur de risque principal de récidive avec une valeur pathologique seuil à 20 degrés. Et enfin, une THD supérieure à 20 mm était également considérée comme un facteur de risque principal de récidive. 3 facteurs de risque secondaires de récidive sont également admis. Ils sont secondaires car il n'existe pas de seuil pathologique défini. Le premier est l'excès d'interversion fémorale. Le second est le genou valgum. Et le dernier est le genou recurvatum. Cependant, une mise à jour récente de ces facteurs principaux et secondaires a été effectuée au mois de septembre 2022. Sont à présent considérés comme facteurs de risque principaux seulement la dysplasie de trochlée et la patella alta,
caractérisée par un index de Caton des champs supérieur à 1,4. Cette élévation du seuil de 1,2 à 1,4 est secondaire à une étude qui a montré qu'une ligamentoplastie isolée du MPFL permettait de diminuer de 0,2 points l'index de Caton des champs. La TAGT supérieure à 20 mm est à présent considérée comme un facteur de risque secondaire. En effet, cela est dû à l'absence de reproductibilité de cette mesure, ainsi qu'à l'existence de certaines trochlées dysplasiques avec une gorge trochléenne inexistante, ce qui peut biaiser cette mesure. Les autres facteurs de risque secondaires n'ont pas changé. On peut noter que le tilt patellaire ne fait plus partie des facteurs de risque. En effet, actuellement, il est considéré comme le résultant de plusieurs phénomènes, la morphologie patellaire, la morphologie trochléenne, ainsi que la rupture du ligament fémoro-patellaire médial lors des épisodes de luxation. Cette bascule n'est donc pas la cause de l'instabilité, mais plutôt une conséquence. Henri Lejour a décrit à la fin des années 80 une classification en 4 grades des dysplasies de trochlée. Voici un schéma d'une trochlée physiologique avec, sur un cliché de profil strict de genou, la représentation de la berge latérale, de la berge médiale et de la gorge de la trochlée. Le signe du croisement représente le facteur fondamental de la dysplasie fémoro-patellaire et traduit un comblement progressif du fond de la trochlée, conduisant à un effacement plus ou moins marqué de la gorge trochléenne qui devient plate. Le signe du double contour traduit une asymétrie des berges de la trochlée avec une hypoplasie du condyle médial et une trochlée comblée. Dans la dysplasie de grade A, on retrouve seulement le signe du croisement. Dans la dysplasie de grade B, s'y associe un éperon supratrochléen. Il correspond à une CI antérieure de la ligne de fond de la trochlée, en avant de la tangente à la corticale antérieure du fémur. Le seuil pathologique admis est de 3 mm. La CI gêne l'engagement de la rotule, qui vient buter sur elle dès les premiers degrés de flexion. Le type C correspond à une trochlée convexe avec un double contour et un signe du creusement. Et enfin, le type D associe un signe du creusement, un double contour et un éperon supratrochléen. Pour envisager la prise en charge thérapeutique de cette pathologie, il faut se poser 3 questions. Est-ce qu'il s'agit d'un premier épisode? Y a-t-il une fracture ostéochondrale associée? Existe-t-il des facteurs de récidive chez le patient? Voici un exemple d'algorithme thérapeutique. En cas de premier épisode isolé, c'est-à-dire sans fracture ostéochondrale, le traitement sera orthopédique par une immobilisation dans une attelle de Zimmer pouvant aller de 10 à 30 jours, associée à une rééducation intensive, notamment des recentreurs de la rotule tels que le vaste médial. En cas de fracture ostéochondrale associée, une prise en charge de cette fracture sera indiquée. Cela fera l'objet d'un cours ultérieur. Dès la première récidive, il faudra envisager la chirurgie. Elle consistera dans tous les cas à une reconstruction du MPFL. En fonction des facteurs de risque présentés par le patient, un traitement à la carte complémentaire pourra être proposé. En cas de patella alta, une distalisation de la TTA pourra être indiquée. Il faut garder en tête qu'une distalisation de TTA est associée automatiquement à une médialisation entre 2 et 4 mm de la TTA du fait de la torsion tibiale. En cas de dysplasie de trochlée grade B ou D de la classification de Lejour, associée à une anomalie de la course trochléenne et à un éperon supratrochléen supérieur à 5 mm, une trochléoplastie pourrait être envisagée. Il s'agit d'une discussion de spécialistes dans des centres experts. Plusieurs études proposent systématiquement une arthroscopie à but diagnostique pour vérifier l'état du cartilage lors de ces chirurgies de stabilisation de la rotule. Abordons rapidement les grands principes de ces traitements. L'ostéotomie de la TTA devra faire au minimum 6 cm de long et 1 cm de large. Elle sera synthétisée par 2 vis corticales 4-5 perpendiculaires à l'axe du tibia. Et il faut savoir qu'une distalisation de la TTA entraînera sa médialisation de 2 à 4 mm. À ce jour, plusieurs types de trochléoplastie ont été décrites. Il peut s'agir d'une élévation de la facette latérale, ou au contraire une ostéotomie de soustraction, ou alors une ostéotomie de creusement de la trochlée. Concernant la chirurgie des parties molles, plusieurs techniques de reconstruction du ligament MPFL ont également été décrites. Chassin propose une technique
avec une fixation molle du transplant au niveau de la rotule et du fémur. Certaines équipes réalisent cependant des ligamentoplasties à l'aide de tunnels osseux, fémoraux et patellaires. Il a également été décrit des reconstructions à l'aide du tendon rotulien et du tendon quadricipital. En conclusion, il s'agit d'une pathologie qui touche en général un type de population, les femmes jeunes, lors d'un traumatisme sportif. 2 facteurs de risque principaux de récidive ont été identifiés, la dysplasie de Trochlée et la patella alta. 3 traitements sont à considérer en cas de récidive, une reconstruction du MPFL dans tous les cas, et à la carte, une ostéotomie de la TTA ou une trochléoplastie.